Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Bonjour. Merci de nous retrouver dans votre émission Au fil du jour. Alors dans la première partie de notre émission, nous recevrons Hakim Bekadour, donc il est le directeur de l'agence de Moustaradem Nesda. Donc nous saurons tout, qu'est-ce que Nesda, à qui elle s'adresse et surtout comment qu'elle fonctionne. Ça sera pour la première partie. Dans la deuxième partie, nous recevrons Fatah Boumahdi, donc il est chroniqueur dans notre émission. Il recevra Nadia Sepri, qui est auteur, et ils rendront hommage à Mahmoud Arouane, donc qui était médecin généraliste et auteur de nombreux ouvrages. Ils reviendront donc sur son parcours, sur sa vie, et en lui rendant hommage. Et dans la dernière partie de l'émission, nous avons Anissa Houssine, donc qui sera avec nous, avec son invité Faiza Taloubrid. Donc Hafsa, elle est styliste et nous parlerons donc de sa passion du stylisme. Nous saurons tout sur elle et sur son parcours. Voilà, donc ça sera pour le contenu de notre émission aujourd'hui. Et j'ai le plaisir de recevoir, il est déjà là sur le plateau, Hakim Bekadour. Bonsoir. Bonsoir à vous et aux téléspectateurs de la chaîne Canal Algérie. Je suis très ravi d'être parmi vous pour débattre sur cette question, sur ce qui est l'entrepreneuriat, ce qui est l'agence Nesda. Justement, on va commencer pour expliquer un peu à nos téléspectateurs qui ne connaissent pas, qu'est-ce que Nesda? Très bien, alors Nesda, c'est l'appellation en anglais de notre agence, c'est National Entrepreneurship Support and Development Agency. Alors, il faut savoir que Nesda ne date pas d'aujourd'hui, du moins sa version antécédente. Alors, on parle de l'ex-dispositif ANSEJ, Agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes, créée en 1996. Donc, on peut dire que c'est la nouvelle version de l'ANSEJ? La nouvelle version, tout à fait. C'est la 2.0 de l'ex-agence ANSEJ. Alors, il faut savoir une chose, que l'ANSEJ, quand elle a été créée, c'est des circonstances assez spéciales. C'était une formule qui avait vraiment fait écho, qui avait eu vraiment de bons résultats aussi à l'époque. De bons et de moins bons résultats, parce que les circonstances changent et la population change, le monde économique évolue. Absolument, oui. Donc il fallait à un certain moment donné faire un breakout, donc il fallait faire une pause au bout de 26 ans d'existence. Si mes souvenirs sont bons, de 98 effectivement, quand elle a démarré le travail effectif, jusqu'en 2022. Alors, on a essayé un peu de voir ce qui a été fait de bon à l'ex-dispositif, de capitaliser les bonnes expériences, de tirer les meilleurs enseignements et essayer de braver les difficultés, les défis, ce qu'on avait et surtout de l'adapter au monde. Tout à fait. Et c'était une nécessité impérieuse d'évoluer nous-mêmes en tant que cadre, en tant que dispositif, en tant que process et processus. Voilà. Donc, concrètement, à qui s'adresse cette agence? Dans la continuité, Nesda s'adresse à tout porteur d'idées de projets capable d'ajouter quelque chose au moulin de l'économie nationale. Donc, la population, elle varie en matière d'âge entre 18 à 55 ans. Absolument. Et on travaille très jeune. Alors, on travaille beaucoup plus avec des gens qui ont acquis des compétences, que ce soit théoriques ou pratiques avérées. Des sortants de l'université, des sortants des différents centres de formation professionnelle, et pas que. Même, on a des gens qui ont des qualifications ou par rapport au retour des immigrés. Ce qui est très important, nos diasporas, des fois il y a retour de compétences, il y a retour de lumière carrément. Alors on essaie de capter toute cette matière première. Cette énergie, voilà, quand vous dites matière première, une énergie aussi. Une énergie, tout à fait. Et vous allez être sidéré parce que moi je suis un fan, je suis un adepte de mon métier parce que je l'adore. Alors il faut voir, pour chaque individu qu'on est en train de rencontrer aujourd'hui, c'est un monde à part, c'est une expérience à part, c'est un savoir à part. Alors l'idée, c'est comment capter ces gens-là, comment essayer de les faire venir vers le monde de l'entrepreneuriat. C'est comment donner cet esprit de sérénité. Alors pour ce faire, il y a tout un processus qui a été récemment injecté au niveau des procédures de l'agence, c'est la préparation en amont, allant de la sensibilisation, et quand on dit sensibilisation, pas qu'au niveau des universités, au centre de formation professionnelle, et même dans les écoles, que ce soit moyen ou secondaire. Donc il y a vraiment une initiation pour la tranche d'âge la plus jeune.
Et c'était une expérience, je vais vous dire, magique, parce qu'on a fait une petite expérience à Mostaganem. On a ramené des enfants des collèges et on leur a donné quelques matériaux. Il s'agit en fait de recyclage, des bidons de plastique et tout. Alors on s'est dit, voilà, vous avez ça, uniquement ça, et on vous donne 10 à 15 minutes. Essayez de trouver des idées pour valoriser ces déchets. Alors c'était une expérience magique. Alors, je ne vous raconte pas. Alors, il y en a qui ont fabriqué des poupées, il y en a qui ont fabriqué des réceptacles, des chapeaux pour ressembler à des films de western et tout. Alors, c'était un instant vraiment de créativité. Et je pense qu'il est grand temps maintenant de revenir dans cette optique de créativité chez l'enfant. C'est une richesse, il faut dire, donc déjà cette jeune génération qui commence déjà à être initiée, déjà les compétences sont, comme vous dites, l'énergie et l'imaginaire lié. Et donc, grâce à vous, plus tard, par exemple, si quelqu'un n'a pas envie, par exemple, de faire un cursus universitaire ou se diriger, par exemple, vers les formations professionnelles, avoir un métier, en fait, il arrive déjà à se projeter. Exactement. Et ben, la plus belle expérience, j'ai rencontré une fillette de 13 ans. Alors, c'était une surprise. Alors, la manière dont elle négociait le côté financier, on dirait qu'on a... Ah oui, c'était incroyable. C'était incroyable. Alors, son projet à elle a fabriqué un plastique qui se dissout, alors à base de l'amidon de maïs. Alors, déjà, pour avoir une idée d'une telle profondeur et une sensibilité par rapport aux enjeux environnementaux, voilà, c'est quelque chose de magnifique chez une petite fille de 13 ans. Alors ça, c'est motivant, c'est hyper motivant. Ça sera une chef d'entreprise exceptionnelle. J'en suis convaincu. Alors, les deux autres franges, que ce soit les universitaires, les sortants de la formation professionnelle, alors le processus se décline ainsi. Donc, la sensibilisation commence dès leur inscription au niveau des centres et des universités pour suivre le parcours pédagogique. Et on essaie un peu de les inciter à poser quelques questions sur l'entrepreneuriat. C'est quoi l'entrepreneuriat? C'est quoi l'environnement économique? C'est quoi l'environnement juridique et tout? Et par la suite, on les insère dans un processus de formation pratique. Justement, comment vous les accompagnez? Ça commence comment? Très bien. Alors, ça commence au niveau des CDE, c'est les centres de développement de l'entrepreneuriat. Cette idée est naissante d'un partenariat entre le ministère de l'économie de la connaissance et l'enseignement supérieur et en même temps avec la formation professionnelle. Donc ces CDE, c'est des bureaux, c'est un espace convivial. On se rencontre, on fait des brainstorming pour avoir un peu les idées de base qu'ils ont et à chaque fois on essaie de piquer les meilleures idées et de travailler dessus. Alors comment on travaille dessus? On a un processus de formation qui se décline en deux formations principales, celle du tri. Alors comment trier les idées de projet pour avoir les meilleures et les réalisables, parce qu'il y en a des idées qui ne peuvent pas être matérialisées. Oui, absolument. Et la deuxième formation, c'est comment avoir les outils de gestion pour le futur entrepreneur. On parle là de la formation opérationnelle. Maintenant, c'est comme si un soldat est en face de moi, je suis en train de le préparer, l'armer pour une future guerre, qui est une guerre économique. Donc, durant ce processus qui prend à peu près 21 jours pour la formation crée et 3 jours pour la formation tri, alors il faut voir la mutation des jeunes. Alors, comment qu'ils arrivent et comment ils sont à la sortie. C'est incroyable. Alors le premier jour, tout frileux, timide, qui n'arrive pas à placer un mot, mais au bout du 15e, 16e jour, il prend de l'assurance. Beaucoup d'assurance et même comment il débat ses idées, comment il défend le projet, c'est une valeur ajoutée sûre. Voilà. Justement, grâce à votre accompagnement, à votre soutien, c'est là en fait que c'est vous qui leur donnez cette assurance, cette clarté aussi de voir sur le long terme. Tout à fait. Et il ne faut pas oublier que même dans la formation elle-même, on consacre les 2 à 3 jours, les derniers jours, à une sorte d'échange direct entre les nouveaux ou les porteurs de projets et les anciennes entreprises déjà financées par NESDA ou bien du TSU économique environnant. C'est pour faire à peu près un transfert de vécu, d'histoire. Et comme ça, ils peuvent se projeter déjà dans le monde entrepreneurial à travers ces gens-là.
Alors Donc l'expérience... déjà un bon exemple de réussite, d'entreprise viable. Oui. Voilà, donc tout ça, ça donne envie. Et puis il ne faut pas oublier que Nesda a travaillé beaucoup pendant les 2 dernières années sur le décloisonnement total intersectoriel. Oui, maintenant, c'est très important. C'est très important. Je vous dis, j'ai 22 ans dans ce monde de l'entrepreneuriat, j'ai vécu les différentes phases de ce dispositif. Et pour moi, c'est comme l'événement interstellaire, c'est quand il y a l'alignement des planètes. Je pense que maintenant, on est dans l'alignement le plus parfait. Et vous avez été DG de l'ANSES, ça, il faut le dire, donc vraiment, vous avez l'expérience. Je préfère que je suis un soldat de l'ANSES, un soldat du NESDA et un soldat du pays, carrément. Parce que je le porte à cœur. L'entrepreneuriat, c'est l'empreinte qu'on est en train de laisser, comment on peut changer la vie d'une personne, Absolument. comment on peut l'améliorer. Alors, il faut avoir de l'amour par rapport à cette activité. Alors, je continue par rapport à la préparation et l'accompagnement. Alors, après la fin de la formation, bien sûr, il est armé, il est prêt et tout. Donc, on va lui donner un petit moment pour qu'il explore le terrain. Il va chercher après les chiffres, les données statistiques, l'activité qu'il veut faire, qui seront ses futurs partenaires, futurs fournisseurs, futurs clients, comment segmenter le marché et tout. Donc, après ce temps-là, il va travailler sur son business plan. Donc, il va l'élaborer lui-même. Et c'est très important de donner cette tâche aux porteurs de projet. Il va s'investir. Donc, en fait, ce n'est pas vous qui le faites pour lui, vous l'envoyez carrément lui. On va l'aider, on va l'assister, on va l'accompagner, mais pas assister. Alors, cet accompagnement et le fait de le laisser faire par lui-même, c'est très, très important. Absolument, oui. Parce que lors de cet essai, il va poser les bonnes questions. Il va même faire de ce qu'on appelle la démotivation positive. Oui, donc la réalité du terrain. Il va être confronté à la réalité du terrain, donc ce qui est faisable, pas faisable. Tout à fait, tout à fait. En plus de ça, une fois entamé le business plan, donc il accède au processus NESDA. C'est là où commencent les choses sérieuses. Donc, on prépare le jeune pour le passage devant une commission qui est chargée de la validation du financement de son projet, composée de financiers, d'agents. Justement, c'est un petit peu peut-être le côté qui fait un peu plus peur, donc c'est le côté financier. Ça faisait peur avant, mais maintenant, ça ne fait plus. Pourquoi? Parce que l'argent court après l'opportunité. C'est pas l'inverse. C'est pas l'inverse. Exactement. Très bien. L'expérience passée, quand c'était le dispositif ANSEJ, le projet était mal maturé. Il n'y avait pas la maturation définitive et tout. Donc les finances étaient un peu réticents. Tu sais que l'argent est frileux. Mais maintenant, c'est l'inverse. Et on a été témoin de certains cas où 3, 4 banquiers se chamaillent par rapport à un projet. Moi, je le prends, moi, je le prends. Voilà. Donc, c'est le changement radical que connaît le dispositif maintenant. Et l'opportunité la plus majestueuse, on parle de notre pays, Algérie. Absolument. Si on commence à énumérer le nombre d'opportunités, ce n'est pas une émission qu'il nous faut, c'est 6 mois, 7 mois. C'est des jours et des jours. Alors en parlant sur l'opportunité au niveau du tourisme, que ce soit pour les wilayas côtières ou pas, et de ce fait, je salue même les efforts des autres secteurs à développer l'entrepreneuriat comme un mindset. C'est un état d'esprit même au sein de l'administration elle-même. Maintenant, ce n'est plus Nesda elle-même qui véhicule l'entrepreneuriat. C'est tout le monde. C'est tout le monde qui tire la locomotive. Gouvernement, ça veut dire de la stratégie à l'exécution. C'est tout le monde. Et ce qu'on appelle maintenant, c'est l'écosystème, on ne va pas dire parfait, mais c'est un excellent écosystème qui accueille. Donc des PMI, voilà. Des petites et moyennes entreprises. Des petites entreprises, généralement, elles démarrent petites, mais la scalabilité, elle y est. Je vous raconte une petite expérience. Ça fait une semaine, on a installé une micro-entreprise dans une entreprise étatique qui est le CET, le Centre d'enfouissement technique, dans un objectif d'avoir une relation gagnant-gagnant. Parce que la micro-entreprise, elle va amener un nouveau savoir-faire pour utiliser ce qui est rejet domicile. Donc le tri, comme un petit peu le tri des déchets? Tri de déchets, mais beaucoup plus les déchets organiques. D'accord. Voilà. Donc la micro-entreprise, c'est un universitaire, biologiste. Il a trouvé une bonne mixture de bactéries pour dégrader les déchets ménagers, notamment le déchets de tout ce qui est fruits, légumes et tout, pour avoir du compost. Et l'expérience, elle est magnifique. Parce que
tout le monde dans cette équation est gagnant. Voilà. On a là ici quelques images. Ici, c'est pour de l'emballage, j'imagine, récupération. C'est une excellente entreprise. Elle fait de la récupération et beaucoup plus la fabrication d'emballage. D'emballage, c'est magnifique. Et elle est au service d'autres entreprises. Donc nous avons des entreprises qui, je vous donne l'exemple, fabriquent des détergents ou bien tout ce qui est savon, esthétique et tout. Donc tout ce qui est emballage est fabriqué chez cette micro-entreprise. En fait, on essaie de faire un maillage entre les micro-entreprises. Absolument. Et ce qui donne la force de ce concept. Nesda actuellement a travaillé et a lancé 2 plateformes qui ont un avenir radieux parce qu'on parle là du Small Business Hub. Ça regroupe. C'est quoi exactement? C'est une plateforme qui va essayer de regrouper l'ensemble des opérateurs, des micro-entreprises financées par Nesda et pas que. Très bien. Dans le futur. Tout jeune qui a une entreprise. Et l'autre partie, nous avons tous les opérateurs économiques, publics et privés. Donc pour tout questionnement ou toute nécessité ou besoin manifesté par ces grandes entreprises, la micro-entreprise, elle est là pour répondre, pour essayer de trouver des solutions. C'est vraiment une mise en relation directe. Exactement. Et ce qui manquait au concept, l'ancien concept, maintenant, ce maillage va permettre d'accélérer, parce que ça va jouer un rôle d'accélérateur. Quand je dis accélérateur, on peut avoir des résultats qu'on ne pouvait pas obtenir au bout de 5 ans, 6 ans d'efforts. Absolument, oui. Voilà. Et ça se voit dans le terrain. Actuellement, nous avons de nouveaux équipementiers. Absolument, oui. C'est des gens qui travaillent dans le métier de la soudure, et puis ils ont appris à faire du rétro-engineering, à modeler des pièces et à tout. Maintenant, ils arrivent à fabriquer des machines entières. Alors, vous imaginez, si on parlait de ça il n'y a même pas 5 ans, les profs disent « Oh, on ne peut rien fabriquer ». Et vas-y voir maintenant. Voilà, justement j'avais un invité il y a quelques jours de cela, donc il a fait fabriquer un alambic. Il voulait faire l'extraction d'huile essentielle, donc il a fait lui-même, donc il a dessiné les pièces et il a fait appel à une entreprise qui lui a créé carrément son alambic. Et l'entreprise qui a fait les dessins, c'est une entreprise algérienne. Absolument. Et c'est ça, c'est la complémentarité. J'ai entendu le mot de Monsieur le Président qui a parlé de l'Algérie qui pille des miracles. Eh bien, je vous le confirme. Oui. Et nous, dans le terrain, on est en train de vivre des miracles quotidiennement. Regardez, vous, à votre échelle, vous avez, on va dire, des chiffres concrets. Et nous, en tant que, on va dire, citoyens lambda, on va dire, grâce aux réseaux sociaux, on arrive à voir cette différence. Moi, personnellement, quand, par exemple, je scrolle, je scrolle, je vois tellement de jeunes avec de nouvelles idées, de nouvelles entreprises. Je me dis c'est extraordinaire. Et l'énergie qu'ils ont et surtout cette adaptabilité, ils arrivent à s'adapter. Ils sont à la pointe de toutes les dernières technologies. De l'IA à la microbiologie, donc ça part dans tous les sens et ça explore tous les domaines. C'est ce qui est magnifique maintenant. Et grâce à vous, c'est vraiment un soutien, c'est vraiment très important d'avoir cette visibilité et surtout cet accompagnement, comme vous le dites. Je ne vous cache pas, généralement, j'apprends des jeunes, puisqu'ils m'apprennent de moi. Parce que je suis sûre qu'ils disent la même chose de vous. Oui, mon carburant à moi, c'est quand je vois ce jeune-là développer ses idées et tout, et je vois les différentes étapes de mutation jusqu'à concrétisation du projet. Oui. Et c'est une expérience qui est magnifique. Elle est tout simplement majestueuse. Alors, pour continuer sur l'accompagnement effectif qu'offre l'agence, alors on a parlé de l'accès aux finances grâce au comité de sélection de validation de financement. On parle aussi, il n'y a pas que les finances qui importent le jeune, c'est la période de démarrage, c'est la frilosité financière au démarrage. Donc pour cela, l'agence les accompagne via la collaboration avec le secteur des impôts, le fisc, donc pour une exonération de 3 ans durant le démarrage. C'est très très important. Oui. Et on essaie d'accélérer le process de résorption de chômage. Je vous donne l'exemple, une entreprise qui crée plus de 2 postes d'emploi au bout de 3 ans, elle obtient 2 ans d'exonération supplémentaire. Ah, c'est magnifique, tous les bénéfices qu'on peut avoir. Tout à fait. Et on peut avoir le même financement et les mêmes avantages fiscaux lors de la phase extension. Parce que oui, et beaucoup de personnes ne le savent pas, Nesda vous offre 2 chances. Alors la première chance, c'est pour le démarrage de l'activité. Et puis, c'est ce qu'on appelle l'expansion ou l'extension. C'est pour un peu agrandir son activité, c'est pour la continuité d'aller d'une petite entreprise ou une micro-entreprise vers une moyenne, pourquoi pas vers une grande entreprise.
Donc c'est une expérience qui est magnifique. Magnifique. Voilà. En tout cas, franchement, ça a été un plaisir de vous recevoir, surtout de connaître un peu mieux donc, sur cette agence. J'imagine que même les téléspectateurs y voient un peu plus clair. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. C'était très court. J'aurais bien aimé vous garder plus longtemps. On aura d'autres occasions. Sûrement, dans d'autres émissions. Voilà. De toute façon, Canal Algérie et toutes les chaînes de la télévision algérienne sont là pour promouvoir ces projets et surtout booster tous les jeunes Algériens. En tout cas, merci beaucoup. Ça a été un plaisir de vous recevoir et à la prochaine, Inch'Allah. Merci. On continue tout de suite au fil du jour. Et là, donc, je vous propose de suivre Lamia Boudbouda. Elle nous amène, nous allons découvrir avec elle donc, une pièce théâtrale, donc musicale plutôt, une comédie musicale qui s'est déroulée au TNA. On suit Lamia Boudbouda et on revient juste après. Khatem Dzaïr, une comédie musicale caritative au profit de personnes atteintes de cancer. Elle a été présentée ce soir sur les planches du Théâtre National Mahieddine Bachtarzi. Un événement produit et orchestré par l'association Ahl El Fenn. Pour moi, c'est ma fierté. Peut-être c'est égoïste de ma part de le dire, mais je suis tellement fière de cette belle jeunesse. On a tellement travaillé, tellement bossé. C'était après des répétitions intenses et c'était un non-stop. Et je ne dis que merci mon Dieu pour cette beauté, ce magnifique bouquet de fleurs que j'ai, que Dieu m'a donné l'occasion de le créer, de le voir et d'assembler toutes ces belles âmes et ces beaux anges, on va dire. J'ai toujours dit Tahiyya al-Jazair b'shababha. Et là, on est en train de prouver que la jeunesse est capable de créer, de donner, de partager, d'apprendre aussi. Tiré du poème lyrique et populaire Lachir, Awisha ou Harraz, dont l'intrigue tourne autour d'une bague de mariage que Lachir et sa cour devront rechercher aux quatre coins de l'Algérie. Ainsi, on découvrira les us et coutumes et traditions musicales de chaque région. Et c'est signé le jeune chorégraphe Shakir Bourahla. Khatem Dzaïr, c'est une très grande comédie musicale. C'est la plus grande comédie musicale de jeunes en Algérie, qui a été présentée déjà en Algérie en mars 2025. Et là, on est en train de la reproduire en XXL, en plus grand. Et cette fois-ci, toutes les recettes seront reversées pour l'association Al-Fajr, pour les malades cancéreux de l'association Al-Fajr. Et du coup, c'est pour ça que plus de 100 jeunes se sont réunis, de jeunes talents algériens se sont réunis pour développer, et créer et aussi préserver le patrimoine algérien en même temps et aider les gens malades de l'association Al-Fajr. Plus de 120 artistes entre musiciens, danseurs et comédiens ont participé à ce spectacle. On citera Baraka Marzaya, Louise Anhar, sans oublier celui qui interpréta Al-Rawi. اللدوجة حبت تختبر حب العشاق ودات الخاتم تاع عويشة يا دراوين راح يخبوه. Je suis Rawi ce soir, le conteur de l'histoire Khatem Dzaïr في مدينة الأندلسية، مدينة اسمها الأندلسية، اسمها entre l'Andalousie ou Dzaïr, l'Algérie. Voilà. Mon rôle, c'est de présenter chaque région. Déjà, dès le commencement, de présenter l'Est, l'Ouest, le Sud, Qbaïl, Alger, voilà, toutes les régions de l'Algérie et toutes ses traditions. L'artiste Hamidou clôtura en beauté ce spectacle en rendant un sublime hommage à Alger la Blanche. Alors je suis très heureux de participer dans ce spectacle, dans ce merveilleux spectacle. Je suis invité à la Kouliha par l'association Ahl El Fenn qui font beaucoup d'efforts, de progrès, de belles choses pour la culture algérienne et pour le patrimoine national. Je leur souhaite beaucoup de succès et c'est avec fierté que je participe avec eux. À
travers ses tableaux chorégraphiques poétiques, le spectacle a célébré la beauté, la diversité et profondeur du patrimoine culturel algérien. Très très beau spectacle, c'était un sujet signé Lamia Bedbouda. En tout cas, ça nous a vraiment donné envie d'aller voir ce spectacle. J'espère qu'il va se reproduire peut-être pendant le Ramadan. Voilà. Et j'ai le plaisir de recevoir Fatah Boumehdi. Bonjour. Bonjour Mayum. Comment vas-tu? Très bien et toi? Alhamdoulilah, ravi de te recevoir. De toute façon, tu es chez toi, n'est-ce pas? Et donc, ton invité Nadia Sepri. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ravie de me retrouver parmi vous. Moi aussi, on se connaît déjà, donc absolument. On a déjà eu l'occasion de faire des émissions sur Canal Algérie. Oui. Et donc, Fatah, aujourd'hui, il y a un hommage bien précis que vous voulez rendre. Et effectivement, donc hier nous avons perdu Mahmoud Arwa, médecin, anesthésiste, réanimateur et auteur passionné de poésie, de littérature et d'histoire de la médecine. Donc il a publié Sentiments sous anesthésie aux éditions ANEP, L'enfant qui ne pleure jamais, Ibn Hamadouche El-Jazairi, son tout dernier ouvrage. Et justement, nous avons invité Nadia Sepri pour nous parler de... En fait, elle l'a énormément connu, elle a beaucoup travaillé avec lui. Donc qu'est-ce que vous retenez de ce personnage très mystérieux, intriguant et très intéressant? Absolument. Mahmoud Darwish, on a reçu comme une douche glacée, un peu nous, le monde, la famille des lettres. Nous avons reçu cette nouvelle comme une douche glacée. C'est vraiment... parce que Mahmoud Darwish, voilà, Mahmoud Arwa, je confonds avec Mahmoud Darwish, mais j'ai raison en plus, parce que c'est un grand poète aussi, Mahmoud Arwa. C'était la force, la rigueur, l'écriture. C'était jamais l'abandon, malgré la difficulté du monde de l'édition. C'est quelqu'un qui n'arrête pas, c'est un quêteur de l'absolu. Moi, je peux le mettre dans la catégorie des médecins, écrivains, chercheurs dans l'histoire de la médecine. D'ailleurs, il va jusqu'au 9e siècle, 14e siècle, voire 18e siècle, pour piocher sur des figures. En plus d'être romancier, il va creuser dans... pardonnez-moi, j'ai beaucoup d'émotions parce que parler de lui au passé, c'est un peu dur, parce que je l'avais lors du dernier salon du livre. Il passait avec sa valise et je me souviens le dernier jour... du SILA, je lui ai dit alors ta signature, etc. Il me dit alors aujourd'hui je ne suis pas l'auteur, je suis le lecteur. Il avait une valise pleine de livres. Il m'a dit je vais faire un tour et je vais te montrer un peu ce que j'ai acheté. Et c'est des livres sur l'histoire contemporaine, l'histoire ancienne. Et c'est vrai, son dernier livre est sorti aux éditions Casbah en 2025. C'est sûr, il s'appelle, vous venez de le citer... Ibn Hamadouche El-Jazairi, c'était au XVIIIe siècle. Du XVIIIe siècle. Absolument, mais il nous sort une figure emblématique du savoir, de la médecine. Et... j'ai envie de dire, à l'époque de l'Empire ottoman, on parle parce qu'il fait le récit de voyage, on parle du récit de voyage sur les gens qui passent par Alger. Et voilà Mahmoud Arwa, il nous sort un personnage de l'histoire, un contemporain de chez nous, qui lui-même a laissé 2 textes éminemment cités par des grands historiens, des grands passionnés de l'histoire de la médecine. Et voilà, donc il a fait ce travail pour un petit peu notre mémoire collective, réhabilitation de notre mémoire collective. Et ça, c'est pour son dernier roman. Mais sinon, comment je situe, moi, Mahmoud Arwa, d'abord, c'est le fils de Ahmed Arwa, qui n'est plus de ce monde, mais c'est un grand poète aussi. Il a publié un grand livre sur la poésie aux éditions ANEP. Donc on lui avait rendu hommage à Dar es Salaam il y a un petit moment, et puis j'avais envie d'évoquer et il était touché qu'on ressort un peu la poésie de son père. Donc Mahmoud Arwa, ou Ahmed Arwa qui est le père, c'est
la connaissance par excellence, c'est un legs de la connaissance, de la mémoire collective. C'est la passion du mot. C'est la passion du mot, c'est la quête de l'histoire, c'est la quête. Parce que dans ces romans, je ne sais pas si on va revenir sur cela, que ce soit le roman de Un ange à McDonald's ou Staten Island, qui est sorti chez notre ami Fouzi Al-Aradi. Donc, il fréquentait beaucoup le stand de Fouzi Al-Aradi et l'espace de El Mentouri. Donc, c'est dire que sa présence était tout le temps là. Mais dans ces romans, Mahmoud Arwa, il voyage dans le passé et le présent, dans l'Orient et l'Occident, pour nous ramener, pour tisser des ponts. Donc, que ce soit Staten Island ou un ange au McDo. Voilà, bouf, je ne sais pas si on peut dire. J'imagine. Oui, moi je suis émue, je suis vraiment émue. J'arrive pas à le conjuguer au passé, voilà. Je n'arrive pas à dire il a mené au franc l'écriture et la médecine de façon très différente de prendre soin de l'être humain. Donc comment se répondaient-elles selon vous, l'écriture et la médecine? Voilà, le scientifique qui est dans la rigueur. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il était aussi dans l'exigence, dans la rigueur, dans l'acte le plus exact qui est la médecine. Parce que la médecine, c'est pas quelque chose qu'on peut prendre à la légère. Donc voilà, le médecin qui commence à écrire. Et dans l'écriture, il y a cet imaginaire qui va dans tous les sens. Et d'ailleurs, je vous ai dit, avec Un ange à McDonald's, il travaille sur une fille qui est déguisée, voilà, il est en Allemagne, son roman, hein, il est en Allemagne, il y a la petite fille qui est déguisée comme la culture allemande ou occidentale, on voit beaucoup les gens qui se déguisent en statue pour prendre des photos avec le public ou avec les passants. Et donc, il raconte dans son roman que cette fille, dans le McDonald's, elle est habillée en ange. Et à partir de cela, il va remonter jusqu'au passé, avec un passé très lointain, pour ressortir un petit peu un amour perdu, un amour de quelqu'un qui est mort, et il va tisser, voilà, le présent et le passé. C'est une densité, Mahmoud Arwa, et en même temps une précision du médecin. Justement, vous avez partagé avec lui un rapport profond aux mots. Ouais. Qu'est-ce qui fait sa singularité littéraire? La quête, c'est un quêteur. Les romanciers, c'est vrai que nous sommes interpellés par un détail, par un moment, par un temps, et nous exploitons, nous puisons dans cet espace. Mohamed Arwa, il a cette lubie, il a cette fantaisie de partir dans un passé très lointain. D'ailleurs, dans le roman Staten Island, il va avec un Américain contemporain et quelqu'un d'une époque d'Orient, je crois qu'au IXe siècle, il va les faire rencontrer. C'est possible chez Mahmoud Arwa, la lubie. Absolument, oui. Elle est possible, la fantaisie. Elle est possible... Fatah, tu es romancier, je ne vais rien t'apprendre. Nous prenons une pierre et nous faisons un royaume. Mahmoud Arwa, il est comme ça. Et puis c'est l'infatigable. C'est l'infatigable. Il est constamment présent. Et si j'ai envie de laisser, de mettre un mot sur ce monsieur, cette élégance de l'âme qui est Mahmoud Arwa, il est médecin. Donc c'est celui qui sauve des vies. Très avenant. Très avenant, très élégant. Je l'avais reçu pour la sortie de son livre Staten Island. Bien, C'était dans l'émission Bonjour d'Algérie. Donc vraiment, c'était un personnage. Donc il rayonnait, il avait cette joie de vivre. Justement, cette joie de vivre, cette sympathie. C'était quelqu'un qui croquait la vie à pleines dents. Et il n'est jamais découragé par le manque de public quand il y a une signature. C'est ça un peu il me rappelle aussi Madame Amhiz. Madame Amhiz, quand elle est dans un espace, tout autant que Mahmoud Arwa, c'est des êtres exceptionnels que nous avons perdus. Ces personnes-là, ces intellectuels, ces écrivains-là, quand ils sont sur une table à attendre des lecteurs et la signature n'est pas au rendez-vous avec le public ou les visiteurs, ils ne dépriment pas, ils sont heureux.
Alors que n'importe quel écrivain, quand Oui. il est extraordinaire, il est programmé pour une vente dédicace, il n'a pas le public, il déprime, il va dire oui, mais moi, si vous n'allez pas faire pour moi la grande publicité, le grand point de com, je viens pas. Et ben Mahmoud Arwa, il fait partie de ces personnes. C'est dire sa simplicité. C'est dire Et sa son simplicité, authenticité. son humilité, il est simple à vivre, ce Mahmoud Arwa. Et sa mort, c'est vraiment, c'est une douche. C'est une douche. En fait, le monde des lettres et les écrivains d'aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est les hommages. On est tous un peu abasourdis par la nouvelle. On ne s'attend pas parce qu'il a la forme, c'est un médecin, et il a l'élégance, il a toujours la présence, cette présence constante. Et on ne peut pas l'imaginer par un destin comme ça. Oui. Dernière question, donc quel souvenir, geste ou phrase de feu Mahmoud Arwa vous semble plus fidèle à l'homme qu'il était et à l'héritage qu'il laisse? Fatah, j'avais envie de dire que Mahmoud Arwa aussi, il convoquait la mort. Il était au rendez-vous en permanence avec la mort. Il décrivait la mort. Pour lui, il n'y a pas la mort définitive. Pour lui, l'âme reste présente. Il était aussi réanimateur. Voilà. C'est peut-être le secret était là. Voilà. J'imagine. Moi, je pense qu'il réanimait des âmes. Et pour lui, l'âme, elle ne part jamais. D'ailleurs, ce n'était qu'un autre voyage, j'imagine. Ce n'est qu'un voyage, mais cette âme est encore là. Parce que dans son island, Staten Island, c'est cette bouteille qui va partir et puis elle sera récupérée par quelqu'un. Et dans cette bouteille, il y a l'âme d'un personnage qui est mort depuis des siècles. Pour lui, c'est possible de la faire rencontrer avec un contemporain. Voilà. Ce que je garde de lui, Fatah, c'est il est immortel par l'œuvre qu'il a laissée. Merci la Providence de rendre les écrivains immortels par l'œuvre qu'ils laissent derrière eux. Les âmes sont immortelles. Voilà. Les lettres, les livres, et puis vraiment un mot que j'ai envie de laisser, exploitons son œuvre, parce qu'elle est croustillante. C'est quelqu'un qui a aussi des grandes gueules aussi dans les écrits. C'est pas tout beau, tout merveilleux. Hein. Il a des coups de gueule, il a des coups de colère un peu par ses écrits, mais paix à son âme, quoi. C'est l'immortel, c'est l'immortel. Et justement, grâce avec ses livres, il le sera, il l'est de toute façon. Oui, il mérite au moins cela. Il mérite que... Nous allons encore l'évoquer. Moi, j'étais heureuse aussi de le recevoir dans plusieurs forums de livresque, parce que nous sommes organisateurs. Et le livre là qu'il a publié, le tout dernier, c'est à partir d'une conférence qu'il a donnée au forum de livresque. Il vient dans mon stand et il me dit, tu sais Nadia, eh ben, figure-toi, la conférence que j'ai donnée à ton forum, aujourd'hui, c'est un livre, le voilà, il est sorti il était heureux. Ouais. C'est vraiment... Je me demande si ce livre n'est pas l'aboutissement. Je me demande s'il n'est pas l'aboutissement, ce livre. Certainement. Très bien. Donc, un dernier mot, Fatah. Vous vouliez lire un petit passage? Juste un petit poème, parce que Origami, c'est, il a toujours lu ce livre. Ça s'appelle Ad vitam aeternam. Je regardais par le creuset, en éventail, de mon vitrail, cet attirail d'un homme de peine, traversant la rue, à grand-peine, sous son allure. Il tirait par derrière un bazar, une fourrure ambulante, un fourre-tout gonflé comme une montgolfière. Il longeait le boulevard sans un geste, sans un regard. Les badauds, pour une fois, détournaient le regard du vieillard, etc., etc. C'est juste un petit... c'est dire un petit peu combien il est insatiable de la verve, il est insatiable du verbe, il reste aussi insatiable de la vie. Voilà. Hypersensible. Hypersensible. Il a l'élégance de l'être. Je crois qu'il a bien répondu à la vie, même si la vie a fini par lui donner le fin de la vie, c'est hier,
Il a su un petit peu cogner dessus jusqu'à... Paix à son âme. Paix à son âme. Merci beaucoup, Fatah. Merci beaucoup, Nadia. Merci. Nadia Soufri, ça a été un plaisir en tout cas. Et Allah yarhamou Saleh, une chose est sûre, il continuera à vivre à travers Merci beaucoup. Quant à nous, on continue notre émission. Et là, tout de suite, je vous propose de suivre un sujet de Afef Belhouchet sur la gastronomie algérienne. On regarde et on revient juste après. Des gestes précis, des assiettes qui s'assemblent comme des tableaux. À Paris, dans le 11e arrondissement, une nouvelle adresse fait entrer la cuisine algérienne dans une autre dimension. Ici, pas de folklore, mais une gastronomie vivante, élégante et pleinement contemporaine. Bienvenue chez Hana. Derrière ce restaurant, 3 associés, 3 regards pour raconter une même histoire, celle d'une Algérie moderne, généreuse et assumée. Physiquement déjà, c'est l'organisation de l'espace. C'est-à-dire qu'on a fait le choix d'avoir une cuisine ouverte, comme tu peux le voir ici. On voulait représenter à travers ça, c'est les foyers algériens, tout simplement. C'est-à-dire l'espace plus convivial, finalement, c'est la cuisine. C'est là où les discussions les plus intéressantes sortent finalement. Dès l'entrée, les odeurs attirent et les regards s'attardent. La cuisine devient spectacle et la salle a lieu de voyage. On va dire que c'est un espace organique, un peu imparfait aussi. Et puis c'est des matières quand même qui rappellent la terre, le sable, il y a des couleurs de la mer, des couleurs de l'habitation. Il n'y a rien de vraiment lisse finalement chez nous. Et tout est authentique. Le projet naît d'un constat simple. À Paris, la gastronomie algérienne reste souvent figée dans les clichés. Ce qu'on voulait, c'était une Algérie sans folklore, une Algérie comme on aime, une Algérie vivante, accueillante, raffinée aussi. Au cœur de cette aventure, le chef Mehdi Abid, entrepreneur reconnu, il a bâti son succès dans la street food avec ses kebabs berlinois. Aujourd'hui, il revient aux racines. Alors, on l'a composé avec nos retours aux sources. Les petits conseils de la maman, les petits conseils de la tata, etc., etc. Après, on a mis un peu les basiques, shorbarchta, sucre. On a revisité batata fluo. On a fait un petit peu au mode des pommes fondantes au lieu de les couper en carré. Batata fluo, je te jure. Des recettes familiales revisitées avec précision. Ici, on ne change pas l'âme des plats, on affine le geste. Revisiter un plat algérien ne se revisite pas dans la recette. À se revisiter dans la présentation, la finesse et la délicatesse de le travailler. Mais les classiques deviennent signature. Secret d'une bonne besboussa, de la laisser se reposer et de l'imbiber correctement. Comme ça, elle reste juteuse, moelleuse et n'est pas sèche. En cuisine, la précision est collective. Chaque assiette raconte un détail et chaque geste compte. Là, c'est des couleurs, du volume. Et voilà. Dans la salle, les réactions ne se font pas attendre. Validé. Ça a l'air très très bon. C'est très bien. Entre nostalgie et découverte, la table réunit toutes les générations et tous les horizons. Chez Hana, la gastronomie devient langage commun, un pont entre Alger et Paris, entre mémoire familiale et création contemporaine. Pour cette nouvelle génération de chefs algériens, la cuisine n'est plus seulement un héritage, c'est une signature et déjà une adresse qui compte, surtout à la veille de Ramadan. C'était un sujet de Afef Belhouchet qui met à l'honneur la gastronomie algérienne. Et on continue notre émission, on reste toujours dans tout ce qui est tradition algérienne. Et j'ai le plaisir de recevoir Anissa Houssine. Bonjour. Ça va? Et toi? Tu nous as manqué. Merci. Toujours un plaisir de te retrouver. En tout cas, tout le plaisir et mes pour salutations à Afef. Franchement, elle nous a fait envie parce qu'on avait envie de manger. Et plus, Ramadan, c'est bientôt. Alors franchement, c'est magnifique. C'est ça trop nous bon. a un petit peu déjà donné Ramadan, un petit peu l'ambiance. Et donc, ton invité aussi. Très ravie. Qui nous vient de la diaspora. Qui nous vient de la diaspora. Ravie de vous recevoir. Hafsa. Je suis très ravie moi aussi d'être ici. En tout cas, marhaba bik dans cette émission. Pour votre invitation. Et Aïchek. Yatakoum Saha. Je suis vraiment. Ben oui, je présente mon invitée Hafsa qui n'est pas connue. Moi, je ne peux pas la présenter parce qu'elle est déjà connue, Hiberek. Dans le stylisme, elle est styliste. Elle a fait énormément de défilés de mode. Et là, elle nous vient avec quelque chose de magnifique. J'imagine. Ben oui. Tu es invitée dès le départ. Ça je me permets. Avec grand plaisir. Vous êtes tous invités. Et comme c'est un événement, je suis Hafsa Couture, gérante de la maison Hafsa Haute Couture depuis plus de 30 ans. J'ai toujours baigné et travaillé dans les habits traditionnels, la création. J'ai toujours fait en sorte que notre merveilleux habit traditionnel algérien
qui voyage un peu partout dans le monde, avec toute sa splendeur, toute sa beauté. À travers nos traditions et surtout les tenues traditionnelles algériennes. Les tenues traditionnelles, oui. Et aujourd'hui, sachant que depuis quelques années, je suis installée officiellement à l'étranger, donc j'ai eu l'idée, bien sûr, je ne sais pas si c'est lié à la nostalgie ou la louach talbled. Je pense, voilà, oui, il doit y avoir un peu de ça. Voilà, j'ai eu l'idée d'organiser un événement qui s'appelle Miss Mezranna, qui vise à rassembler des jeunes femmes algériennes, enfin des jeunes femmes d'origine algérienne, mais qui habitent à l'étranger. À la diaspora algérienne, dans la le nouvelle monde. génération. Voilà, donc nous sommes en train d'organiser des castings dans pas mal de pays. On a fait celui de Paris pour la communauté algérienne de la France. Installée là, en France. Voilà, donc du coup on a fait déjà le casting. Hier soir, mon équipe installée au Canada, que je salue, Madame Nedjma Haute Couture, qui est mon amie et qui a collaboré avec moi du Canada. Donc, elle a organisé hier le casting pour les jeunes femmes qui vivent au Canada. Très prochainement aussi, on organise avec une association aussi qui s'appelle El Jazairiya à Alicante de Madame Rosalie Rabia, que je salue aussi, que je remercie. Et d'autres collaborateurs un peu partout dans le monde. Prochainement, il y aura aussi en Italie. En Italie, Inch'Allah, à Milan. Donc, et puis aussi, pour les personnes qui ne peuvent pas se présenter, on a fait une possibilité de s'inscrire en ligne. Donc, on a créé un lien où les jeunes femmes peuvent aller sur ce lien, remplir un formulaire et bien sûr postuler. C'est magnifique. Alors c'est un projet de Mezranna qui aura plus de 20 ou 40 femmes algériennes. Elle n'aime pas dire le mannequin, elle aime bien la femme algérienne. Pourquoi femme algérienne? Parce que pour un défilé de mode, ce qui est bien, c'est qu'ils ne sont pas définis par des critères, pas du tout. Voilà. Alors toute personne qui veulent vraiment participer à ce défilé Mezranna qui aura lieu ici en Algérie. On attend la confirmation, je me permets de dire on attend la confirmation de ce défilé qui aura lieu en Algérie dans un lieu mythique. Ça va être sur, je peux donner quelques exclusivités sur la baie, quelques petits détails, sur la baie d'Alger. Il y aura une vue magnifique, splendide, qui va donner un plus pour ce défilé de Mezranna. Mais aussi, moi, j'aimerais savoir quelle est c'est pas la spécificité, mais qu'est-ce qu'il y aura spécial de ce défilé de mode Mezranna? En fait, moi, le but, c'est de rassembler ces 20 filles, Inch'Allah, algériennes. Je les inviterai sur Alger. Et le but, c'est de faire découvrir à ces jeunes filles de la nouvelle génération et de la diaspora nos coutumes, nos traditions et notre culture algérienne. Même si ces jeunes filles, bien sûr, on a beaucoup de jeunes filles, et ce qui m'a impressionnée, pendant ces castings, j'ai rencontré des jeunes femmes algériennes. Elles sont nées là-bas, mais franchement, leur attachement est vraiment elles ont un attachement extraordinaire à leurs coutumes, à leurs traditions. Elles connaissent pas mal de choses sur la culture algérienne. Et je trouve que c'est magnifique. Donc je me suis dit, autant les inviter et les honorer, parce qu'elles représentent quand même toute une culture, toute une identité de notre pays. Donc, et en même temps, c'est dire comment le travail des mères et des femmes algériennes on va dire, a été présent, puisque la transmission a été faite à travers ces jeunes femmes. Tout à fait. Donc je pense leur offrir l'occasion aussi de découvrir pas mal d'endroits historiques et mythiques ici en Algérie. Donc ça serait une bonne chose pour renforcer cette... Il y aura elle veut vraiment... On regarde le défilé de mode. C'est beau. Oui. Ça, c'est par rapport au dernier événement qu'il y a eu en... Comment il s'appelle déjà le casting que j'ai fait à Paris. Donc j'ai profité pour représenter l'habit traditionnel algérien. Il y a ici un mélange de quelques événements que j'ai fait aussi auparavant. Et puis pendant les castings, je n'ai pas fait des castings tout court. J'ai profité de ces instants-là pour promouvoir le costume. Donc j'ai habillé ces jeunes filles qui sont venues pour postuler. Je les ai habillées et on a fait pas un défilé, mais une sorte de show pour un petit peu promouvoir le costume traditionnel. Justement, on a vu tout à l'heure, pendant que vous étiez en train de parler, on a vu encore quelques images. Et surtout, ces jeunes femmes, il y en avait une avec le drapeau algérien. La signature ultime. En fait, moi, quand j'ai préparé mes valises, moi et mes enfants, pour partir à l'étranger, c'était la première pièce. C'était la première pièce que j'ai mise dans ma valise. J'ai dit ça, je ne peux pas partir sans cette tenue qui va me tenir compagnie
compagnie à l'étranger qui va me soutenir et chaque fois qu'il y a une occasion pour montrer ça, je le fais. C'est beau, c'est magnifique. C'est beau, c'est tellement bien fait, c'est extraordinaire. Et je salue aussi Madame Khodri, qui est présidente de l'association Au fil des cultures sur Paris. Je la remercie parce qu'elle a été aussi pour beaucoup présente pour le casting. Moi, ce que j'aimerais aussi savoir, que vraiment le projet de Madame Hafsa, c'est de ramener les jeunes filles de la diaspora algérienne pour visiter juste des lieux mythiques comme elle veut la Casbah, elle veut Tipaza, elle veut aussi qu'ils goûtent aux traditions culinaires algériennes. Ça va être magnifique. Moi, j'aimerais aussi savoir quelle tenue vous allez mettre à l'honneur dans ce défilé de mode. En fait, pendant Inch'Allah, le spectacle où on va Inch'Allah choisir la Miss, parce qu'il y aura un spectacle, il y aura un défilé de mode. Et là, on va présenter plusieurs tableaux. On va présenter les tenues traditionnelles algériennes, revisiter des tenues traditionnelles algériennes à l'ancienne. Ah oui, voilà, c'est ça, c'est beau. Hein, c'est mais je vais profiter aussi pour présenter du prêt-à-porter algérien. Ah d'accord. Voilà, donc pour montrer que nous aussi, on est à la hauteur de... on est en train de promouvoir la mode algérienne. Il y a énormément de stylistes et de talents algériens qui innovent avec le Khardoun ou avec des tenues vraiment magnifiques, plein d'idées extraordinaires. Il y aura combien de participants qui vont... Est-ce qu'il y a d'autres stylistes qui veulent participer ou qui peuvent participer à ce grand événement? Justement, on va faire des appels à des stylistes algériens parce que le but de cet événement, c'est quoi? C'est mettre de la lumière sur tout ce qui est savoir-faire algérien. Oui. Que ce soit artisanat, que ce soit culturel, que ce soit même mettre en avant des musiciens, des artistes peintres. En fait, ça sera vraiment une lumière sur tout ce qui est algérien. Voilà. Y aura-t-il des artistes qui vont participer? Oui, bien sûr. Je profite aussi pour annoncer que Madame Selma Ghazali, avec marraine de l'événement, elle sera parmi nous pendant le spectacle et je pense que... Et c'est le Selma Ghazali qui vient de faire sortir un dernier single qui est magnifique. Donc elle a accepté de parrainer l'événement parce qu'elle était vraiment très séduite par l'idée. Absolument. Voilà. C'est vrai que c'est une idée magnifique. Et nous, c'est un honneur aussi pour nous de l'avoir comme marraine à l'événement. En parlant des castings que vous avez fait un peu partout par rapport à la diaspora algérienne qui est un peu partout dans le monde, est-ce qu'il y aura d'autres... moi, j'aimerais l'idée que j'aimerais bien que des femmes algériennes, je ne peux pas dire mannequin, parce que voilà, des femmes algériennes qui nous voient en ce moment, ils veulent participer à ce casting. Oui, franchement, moi, l'idée, quand j'ai lancé le projet, mon idée, c'était de ramener des jeunes femmes de l'étranger, algériennes de l'étranger. Mais après, j'ai commencé à recevoir beaucoup d'appels, beaucoup de messages. La demande est est-ce que je peux partager? Ça m'intéresse beaucoup, c'est très beau ce que vous faites et tout. Et moi, à chaque fois, je répondais désolée, c'est pour la communauté à l'étranger. Et du coup, à partir de là, on a eu l'idée, voilà, de probablement inviter des jeunes femmes de l'Algérie, de plusieurs régions de l'Algérie, que ce soit du sud, de l'Oranais, d'Alger Centre, et les faire participer à cet événement, histoire aussi de créer le lien entre la nouvelle génération de l'Algérie et de l'étranger. Voilà, histoire de créer aussi un rattachement. Et puis peut-être, pourquoi pas, parce que le but, c'est que ces jeunes femmes qui vont venir sur Alger, Inch'Allah, elles vont faire peut-être des projets avec leurs compatriotes, avec plein d'idées, leur ouvrir les portes. Et moi aussi, j'ai eu l'occasion de rencontrer tout à l'heure le monsieur qui est passé avec vous. Nasda. Oui. Je me suis dit, je compte l'inviter, Inch'Allah, et pourquoi pas expliquer plein de choses à cette communauté et cette jeunesse qui est à l'étranger pour l'inviter à venir investir dans son pays, faire des projets dans la collaboration. Donc vous êtes en train de créer une collaboration, c'est magnifique. C'est génial. Donc Canal Algérie aujourd'hui a été... Elle a participé. Franchement, moi j'ai hâte que ce projet Mezrana voit le jour et je pense qu'on y est tous là pour travailler et aider surtout Madame Hafsa à faire ce projet. Et franchement, l'idée d'avoir des femmes algériennes sans critères qui veulent participer à cet événement, défiler pour l'Algérie, pour mettre en valeur les tenues algériennes, c'est franchement magnifique. Je pense que plus que ça, il n'y a pas. Et aussi mettre les traditions. Et surtout, dernièrement, vous avez fait comment dire, femme en... Oui, un événement. J'ai organisé un événement en France qui s'appelle Main de Femmes.
Donc j'ai fait une semaine d'exposition où j'ai mis en lumière un savoir-faire féminin. Donc j'ai invité des exposantes et des artisanes algériennes et chacune elle avait sa façon de montrer son savoir-faire. Il y avait des femmes qui faisaient de la couture, de l'artisanat, il y avait des femmes qui faisaient du macramé, des bijoux. Donc elles étaient là et ça a créé aussi entre ces jeunes femmes du réseau. Connexion, voilà, Vraiment vous avez raconté l'histoire de la collaboration, même de la collaboration et surtout de ne pas se sentir seul à l'étranger. Parce qu'être à l'étranger et vouloir créer sa marque ou vouloir faire un projet, c'est pas facile. C'est pas les mêmes conditions, c'est pas les mêmes règlements, c'est pas les mêmes conditions, on va dire. Donc du coup, se retrouver ensemble comme ça, en communauté, ça renforce. Ça renforce. Il y a aussi le costume masculin, non? Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire moi, je peux rien dire, c'est elle. Moi, je connais un peu l'idée, mais je ne sais pas si j'ai le droit d'en parler ou pas. J'ai aussi lancé une très belle collection hommes. Voilà. Que je mettrai, Inch'Allah, en lumière et en avant pendant l'événement. Inch'Allah. Regardez, là, on est en train de voir. Là, c'est juste un peu. Chers téléspectateurs, on vous donne, mais alors vraiment un petit avant-goût de ce que sera ce défilé masculin. En tout cas. On attend toujours la date pour ce grand événement, mais je pense que ça va être au mois de juin. Mois de juin, Inch'Allah. Comme ça, on mettra tout en œuvre et on aidera Madame Hafsa à faire ce grand événement. Moi, je dis que cet événement Miss Mezrana International, ce n'est pas mon événement, c'est l'événement de toutes les femmes algériennes qui veulent vraiment promouvoir leur culture et partager leur savoir-faire avec tout le monde. Et la preuve, vous êtes là et on est là pour vous aider. Dès que je suis arrivée, tout le monde m'a appelé, m'a contacté. Je voulais mettre mon projet en lumière et ça c'est très touchant. Et j'imagine que vous avez trouvé on va dire, toutes les collaborations, toutes les aides. Alhamdoulilah, je suis en train de faire aussi un appel à des partenaires qui voudraient partager cette aventure avec moi parce que l'union fait la force. Les partenaires et le soutien, c'est-à-dire le déroulement sera meilleur. Le résultat sera meilleur aussi. Alors pour toutes les femmes qui nous sont en train de nous regarder dans l'émission au fil du jour, quels sont les liens et la page pour s'inscrire à ce grand événement? De toutes les manières, il suffit de s'abonner à la page Miss Mezrana. On a créé un lien sur Insta et sur TikTok aussi. Donc ce lien emmène vers un formulaire à remplir et postuler. Et puis avec le temps, on fera les sélections. Et on lancera les... En tout cas, je suis certaine que vous aurez énormément de demandes. Moi aussi, justement. Je commence à avoir un peu de stress parce que j'ai franchement des profils très intéressants. J'imagine. Ça va être dur, le choix va être dur, j'imagine. Inch'Allah. Franchement, moi je suis très contente. Et voilà, l'invité de cet après-midi avec au fil du jour, Hafsa, c'est avec vraiment franchement un grand plaisir. Merci beaucoup, ça a été un plaisir moi de vous découvrir, vraiment. Et surtout, on sera là, on peut vous promettre que la télévision algérienne sera là, la radio. Bien sûr. Tous les médias seront là pour couvrir cet événement qui, j'imagine, sera extraordinaire. Surtout que vous réunissez donc les Algériens des deux rives. Voilà. Et même des deux continents. Des deux continents, oui. J'espère qu'il y aura d'autres projets futurs. Moi, je pense qu'elle en a beaucoup, juste elle n'a pas envie de parler sur les projets futurs. Voilà, mais le plus important, c'est ce grand projet. événement. Et puis, j'aimerais bien que ce soit une première, une deuxième, troisième, etc. édition. Donc, ça sera un événement annuel. Et puis, qui sera réussi surtout. Inch'Allah. Moi, j'en doute pas. Je suis vraiment confiante. Inch'Allah, Merci beaucoup. Merci à vous. Un dernier mot pour nos téléspectateurs. Je dis, suivez-nous sur les réseaux et puis beaucoup d'encouragement surtout. S'il y a des partenaires qui veulent rejoindre l'aventure, marhaba bikoum. Et puis voilà, les portes elles sont ouvertes, on accepte et on reçoit des propositions, des idées. Pas loin que tout à l'heure, on était à la salle d'attente, on a improvisé des idées comme ça qu'on va rajouter, Inch'Allah, le projet. Donc je dis que cet événement, il appartient à tout le monde. Donc tout le monde a le droit de mettre sa touche. Très bien. Je pense que tout le monde va, même je pense que Mariam, tu vas avoir ta petite touche. Je rentre à la maison. Parce que franchement, tout à l'heure, par rapport, quand on était avec le groupe Nasba, on a eu des informations, on a eu des idées magnifiques. Pardon, il y a juste l'appel à la prière de l'Asr. Voilà. Normalement, ça va être dans quelques minutes. Donc, merci. Merci en tout cas.